Europe 1, il est midi 3, c'est la deuxième partie d'Europe 1 midi avec vous Marielle Fournier. Et si vous nous rejoignez sur Europe 1, bonjour et bienvenue à tous. Alors il y a une mode qui fait fureur en ce moment chez les adolescentes, on l'appelle le thigh gap, c'est-à-dire une minceur telle qu'en se tenant normalement debout, les cuisses ne se touchent pas. Cette tendance circule sur Internet où les jeunes filles peuvent facilement retoucher leurs photos pour afficher leur extrême minceur. Mais cette mode est dangereuse quand ça va bien sûr à l'encontre de sa morphologie et qu'il faut maigrir à tout prix pour ça. On voit ça avec nos invités que vous nous présentez, Céline. Oui, Christophe Bagot est avec nous, psychiatre et psychothérapeute. Jean-Pierre Benoît, psychiatre à la Maison des Adolescents. Chantal Jouanneau, sénatrice UDI, auteur d'un rapport sur l'hypersexualisation des petites filles. Christelle Mansour, ex-anorexique, auteur du livre témoignage Poutoun, plongé dans le cercle infernal de l'anorexie aux éditions Edilivre. Véronique de Saint-Front, nutritionniste et docteur en physiologie de la nutrition. Et Hakima Haït El-Kadi, sociologue et anthropologue de l'adolescence et des conduites à risque. Et on attend vos appels au 39 21, 34 centimes d'euros la minute, vos messages aussi sur la page Facebook d'Europe 1 Midi et vos mails sur le site europe1.fr. Europe 1 Midi. Bonjour à tous, bonjour docteur Jean-Pierre Benoît, vous êtes psychiatre, vous à la Maison des Adolescents à l'hôpital Cochin. Cette nouvelle mode d'avoir comme ça un creux entre les cuisses, c'est une nouvelle étape dans cette quête de la minceur absolue ? Écoutez, sans doute c'est une étape. Néanmoins, je dois dire que j'ai été un peu surpris d'en entendre parler depuis 48 heures, parce que c'est pas quelque chose dont on entend fréquemment parler dans le cabinet de consultation. Je pense qu'il s'agit là un peu d'une fixation idéique parmi d'autres qu'ont souvent les jeunes patientes anorexiques. Le plus souvent, elles nous parlent du ventre, elles nous parlent parfois de leurs hanches, mais cette fixation-là dont les médias parlent depuis 2 jours, qui circule sur Internet, en tout cas, je l'ai pas rencontrée très fréquemment dans mon cabinet de consultation. Ouais. J'ai pu être amené à voir 2 patientes qui ont effectivement insisté sur cette question, mais voyez, j'ai une pratique déjà depuis environ 9 ans, c'est pas quelque chose que je trouve très, très fréquent. Ouais, c'est peut-être un petit peu nouveau. Nous avons Christelle Mansour avec nous en ligne. Oui, bonjour Christelle Mansour. Alors vous êtes une ancienne anorexique. Oui. Vous avez c'est encore compliqué, hein. Oui, alors justement, vous allez nous raconter tout ça. Vous l'avez raconté déjà dans un livre, d'ailleurs, votre plongée dans l'anorexie. Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de cette mode des cuisses qui ne se touchent pas ? Non, mais non. Enfin, ça c'est un des premiers critères, de toute façon, qu'on essaye d'atteindre au départ quand on commence à maigrir, hein, de toute façon. Mais après, c'est pas, il y a ça, mais il y en a tellement d'autres. Enfin, il faut qu'on puisse voir. On regarde nos os au niveau du coude, au niveau du ventre, enfin un peu partout, au niveau des genoux. Enfin voilà. Mais c'est sûr que sentir les cuisses qui ne se touchent plus, c'est un des premiers critères importants. Mais après, moi, je me suis jamais fixée sur ça. Mmh. Alors vous avez... Je n'avais jamais entendu parler. Oui, Christelle, vous avez aujourd'hui 37 ans. Oui. Vous avez été anorexique 20 ans. Oui. Quand avez-vous basculé ? Ça a été quoi le déclic pour vous ? À l'âge de 12 ans et demi, en fait. Tout allait bien, j'étais très amoureuse d'un jeune homme, et puis j'avais une vie tout se passait bien, et puis j'ai déménagé. Donc en fait, c'est parti un peu d'une dépression, je pense. Donc voilà, et j'ai perdu un peu tout. J'avais une super amie, j'ai perdu tous mes repères. Et puis après, la question reste entière. Est-ce que j'aurais fait de l'anorexie si je n'avais pas déménagé ? Je sais pas, parce que j'avais quand même le profil, c'est-à-dire très perfectionniste. Je passais beaucoup de temps à faire mon boulot pour l'école. Tout devait toujours être parfait. Voilà, donc après, est-ce que j'aurais basculé ? Ça a focalisé quelque chose. Alors, Christelle, vous restez bien sûr en ligne avec nous pendant toute l'émission. Oui. Nous avons en studio le docteur Christophe Bagot, psychiatre et psychothérapeute. Le cas de Christelle, est-ce qu'il est rare ? Parce que donc elle a 37 ans, 20 ans d'anorexie, qui démarre à 12 ans. Non, c'est un cas assez fréquent, malheureusement. C'est-à-dire que ces troubles peuvent durer 10, 15, 20 ans. J'ai même vu des personnes qui souffraient encore d'anorexie qui avaient 80 ans en maison de retraite, par exemple. En maison de retraite, alors ça, je ne savais pas que ça pouvait exister. Tout à fait. Et donc, c'est un rapport à quoi ? Au corps C'est un rapport au corps, une focalisation du contrôle sur le corps, je pense. Sur la possibilité de contrôler quelque chose, on essaie de contrôler son corps. Et moi, je suis d'accord avec les témoignages bien sûr de cette personne et de mon confrère. C'est-à-dire que le thigh gap est un des critères parmi d'autres. Mais je pense que peut-être il prend une autre dimension actuellement, c'est parce qu'on peut le prendre en photo.
et le lancer sur tous les réseaux sociaux. Avant, les critères de toucher ses os au niveau de, je sais pas, de la poitrine, au niveau des omoplates, c'est quelque chose qu'on prend moins en photographie. Absolument. Tandis que là, on peut le prendre en photo, on peut peut-être le mesurer et on peut le lancer sur les forums avec une nouvelle génération par derrière qui utilise ces forums en fait, qui n'est pas tout à fait le cas certainement de la personne en maison de retraite, et de lancer sur les forums et de comparer. Est-ce qu'à l'âge adulte, une anorexie peut vraiment se déclencher ou de toute façon ça a démarré pendant l'adolescence ou en préadolescence, parce que maintenant les jeunes filles sont de plus en plus tôt. Ça vous arrive, ou alors vous vous occupez plutôt des adultes? Est-ce que vous avez des personnes adultes qui démarrent un comportement anorexique? Je dirais que tout est possible. Tout est possible. Et j'ai vu des comportements anorexiques se développer à l'âge adulte. C'est peut-être un peu plus rare. Il y a toujours peut-être des signes auparavant, en fait, qui sont là dès l'adolescence ou vers l'âge de 20 ans. Mais j'ai vu des états anorexiques se développer vers l'âge adulte. Peut-être pas si grave. Peut-être des équivalents dépressifs, peut-être pas si grave, mais c'est quand même assez coriace. Docteur Jean-Pierre Benoît, les jeunes filles qui viennent vous voir, on va rester sur les jeunes filles parce que c'est quand même la majorité des cas, je pense. Elles ont conscience de se mettre en danger quand elles diminuent leur alimentation. L'histoire qu'elles nous racontent est assez stéréotypée, je dirais. Ce qu'elles me disent, c'est que souvent en début d'été, elles veulent commencer un petit régime. Ça, c'est vraiment le mot qu'elles emploient. Elles débutent un petit régime. Bien sûr, parce que elles ont fini l'année, elles préparent la plage. Donc, c'est vraiment un thème récurrent, cette question du petit régime en début d'été. Et donc, elles se mettent à se restreindre. Elles perdent 1, 2 kilos, 3 kilos, et puis finalement, elles me racontent ensuite une glissade, c'est-à-dire que par la suite, elles n'ont pas pu s'arrêter, et de 3 kilos, elles perdent 15 kilos en 6 mois, à une vitesse assez impressionnante, et c'est pas forcément quelque chose qu'elles ont nécessairement cherché. Donc vraiment, on a l'impression qu'il y a au début un désir de régime, sans doute un mal-être qui préexiste, qui conduit à cette idée comme ça de modifier son corps pour être mieux, pour mieux paraître. Pour plaire aussi, ou pour se maîtriser. Mais plaire, figurez-vous, quand on les interroge, c'est pas tellement plaire à d'autres, c'est se plaire à soi-même. Ça, c'est très important parce qu'à chaque fois, elles me disent c'est pour me plaire à moi-même, c'est pas pour les autres. Donc c'est vraiment quelque chose de l'être de soi-même, d'être bien, de correspondre à quelque chose d'un modèle idéal, d'une représentation idéale de soi, par rapport au sentiment de mal-être et de troubles de l'estime de soi qu'elles vivent. Et ensuite, il semble qu'il y ait des mécanismes d'auto-renforcement des conduites, à la fois biologiques et psychologiques, qui les conduisent finalement à ce que cette petite perte de poids entraîne finalement une dégringolade importante. Christelle, quand vous entendez ces explications du docteur Benoît, c'est vous revoyez à l'époque? Le petit régime, c'est exactement ça. Ouais. C'est moi, en plus, j'ai commencé donc en 1989, et donc c'était l'ère les idoles, c'était Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, c'était les top modèles. Et donc c'était un peu les modèles. On avait l'impression que le bonheur c'était ça, quoi. Que elles étaient heureuses. Donc voilà. Donc on commence par un petit régime, et par contre on se sent, moi j'ai mis très longtemps à me sentir malade. Vous voyez, pour moi j'étais pas malade et je contrôlais tout. Le fait de contrôler, de toute façon, on veut tout contrôler, toujours tout, mais on parle de l'alimentation, mais c'est pas que l'alimentation, c'est tout, quoi. Bien c'est sûr. Dans tous les domaines. Et à quel âge vous avez été pris en charge, alors? À quel moment on s'est dit il faut que Christelle se fasse soigner? J'ai perdu assez rapidement, donc voilà, donc au bout de 6 mois, j'ai subi une hospitalisation en isolement, mais ça a été... à l'époque, on faisait des isolements, mais je pense qu'on en fait de moins en moins. Mais c'était, donc je suis ressortie. C'était l'horreur. J'étais pas du tout. Je suis ressortie. J'ai tout repris, quoi. Et Christelle, vous vous alimentiez comment à ce moment-là? C'était quoi votre alimentation? En fait, moi, encore maintenant, là, parce que c'est pareil que quand on dit, je reprends juste ce qui a été dit, c'est 15 ans, 20 ans d'anorexie. Oui, c'est 15 ans, 20 ans d'anorexie, mais guérir d'anorexie, pour moi, c'est bizarre, comme vous voyez, c'est-à-dire qu'on se conditionne tellement que moi je m'imagine pas, je me suis tellement
conditionné tout ça. Depuis l'âge de 12 ans, je n'ai pas mangé 1 gramme de sucre. Enfin, si, à travers les pommes, bien sûr, à travers les cuisines, donc les pommes, le pamplemousse, mais le beurre, moi, j'ai supprimé tous les aliments au fur et à mesure. Donc, j'ai d'abord supprimé tout ce qui était graisse, ensuite tout ce qui était sucre rapide, je veux dire. Ensuite, jusqu'à ne laisser que des tomates nature, bien sûr, des endives nature, bien sûr, toujours tout nature. Et puis, vous avez pesé combien alors? Nature. Vous avez perdu beaucoup de poids, vous pesiez combien? J'ai dû peser, je pesais rapidement, je suis descendue à 27 kilos, 26,5 c'était le maximum, je pouvais pas descendre plus bas, j'ai essayé, je pouvais pas descendre plus bas, et donc je suis restée entre 27 et 31 kilos pendant environ 10 ans, quoi. Pour quelle taille, juste qu'on ait une notion de taille à peu près? Vous faites quelle taille? Oui, moi je suis assez petite, je fais 1m56, donc 1m56, voilà. D'accord. Mais 27 kilos pour 1m56, c'est quand même incroyable. Christelle, vous restez toujours en ligne. Hein. Céline, nous avons déjà des témoignages ou des questions peut-être sur... beaucoup de réactions sur Europe1.fr par mail. On a Julie qui nous dit toujours ce même problème du culte de la minceur. En même temps, dès qu'on feuillette un magazine, on nous dit comment faire le régime truc de la star machin qui a perdu 10 kilos. On devrait plutôt faire l'apologie d'un mode de vie un peu plus sain au lieu de prendre en exemple des personnes qui n'en sont pas. Et puis Natacha qui dit bien sûr qu'il faut s'inquiéter. Le rôle des parents est de veiller à ce que leurs ados grandissent bien et en bonne santé. Comme ce n'est pas toujours facile, ils peuvent demander de l'aide aux professionnels de santé. Ceci dit, si les médias ne parlaient pas de cette mode, est-ce que nos ados en seraient informés? Ça, c'est la question de Natacha. C'est encore un problème. Bon, écoutez, en tout cas, on va marquer une pause et on revient bien sûr sur ce débat passionnant sur Europe 1. Tout de suite. Europe 1 midi. Et Véronique de Saint-Front est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes, on vient de le dire, nutritionniste. Quels sont les risques de s'alimenter mal et très peu? Alors bien sûr, tout à l'heure Jean-Pierre Benoît et Christelle Mansour parlaient de ce fameux, de cette dérive qui commence par un petit régime et qui peut dériver vers quelque chose de beaucoup plus grave. Moi, dans mes consultations, ce mot n'existe pas. Ce mot régime n'existe pas. On est toujours dans la recherche d'une alimentation qui permet d'être en bonne santé. Et la bonne santé, c'est aussi l'équilibre psychologique, parce que pour moi, le cerveau est un organe et bien nourrir son cerveau va favoriser, on va dire, des comportements plus équilibrés. On sait que un déficit sérotoninergique va favoriser des compulsions alimentaires. Et il est intéressant, par exemple, de proposer aux patientes, anorexiques ou non d'ailleurs, puisque je suis quelques patientes anorexiques aussi, de leur proposer peut-être un bilan des neuromédiateurs, vérifier que dans leur cerveau, les fonctions biochimiques, les fonctions chimiques se font normalement. Mmh. Alors après, alors une fois que tous ces bilans ont été faits, quels conseils vous donnez, vous, aux adolescentes qui veulent mincir pour justement éviter de basculer dans ce problème d'anorexie? D'abord, c'est leur conseiller de prendre conscience de comment... C'est d'abord leur faire prendre conscience de comment fonctionne leur organisme. C'est vraiment un organisme qui travaille avec des vitamines, avec des minéraux, et que si on n'a pas ça dans notre alimentation, si on n'a pas des acides gras essentiels, ça fonctionne pas bien. Et c'est leur faire prendre conscience qu'on a besoin d'une certaine vitalité et que c'est pas en supprimant certaines catégories d'aliments qu'on va y arriver. On recherche vraiment l'équilibre, la vitalité, permettre à l'organisme d'avoir tous ses potentiels de vitalité et de bon fonctionnement. On travaille dans la prévention. Mmh. Docteur Jean-Pierre Benoît, comment se passe la prise en charge d'une adolescente quand elle arrive? Oui, écoutez, on commence toujours par des consultations d'évaluation et puis ensuite on construit petit à petit un projet de soins. Alors là-dessus, il faut dire que toutes les patientes anorexiques ne sont pas forcément hospitalisées. Il y a une partie seulement qui doit bénéficier d'une hospitalisation. Donc, pour un grand nombre d'entre elles, on les suit en consultation, donc elles peuvent bénéficier d'entretiens familiaux avec leurs parents, puis ensuite de psychothérapie individuelle ou de psychothérapie de groupe. Donc, on construit en fait au cas par cas un projet de soins pour chaque patiente. Comment parler et leur faire prendre conscience que ce problème de corps très mince, elles se mettent en danger? Est-ce qu'on peut les raisonner? Est-ce qu'on peut faire appel à la raison dans ces cas-là? Oui, pour une partie d'entre elles. Alors c'est toute la difficulté. Vous savez que dans cette maladie, on parle beaucoup du déni de la maigreur. Alors effectivement, les patientes les plus en danger sont celles qui ont un déni très fort qu'on n'arrive pas à dépasser. C'est-à-dire que même si elles sont à des poids de grande maigreur, elles se considèrent toujours en surpoids. Elles se voient toujours trop grosses dans leur
dans leur appréciation, leur représentation d'elles-mêmes. Mais pour un grand nombre d'entre elles, ce n'est pas le cas. De nombreuses patientes finalement perçoivent l'état de maigreur dans lequel elles sont et peuvent le critiquer et peuvent essayer comme ça de mettre en place ensuite des stratégies pour inverser la question. Donc c'est assez variable, mais les patientes les plus difficiles sont celles qui ont un déni très fort et c'est très difficile à entamer. Alors nous avons Hakima Haït El-Kadi avec nous en ligne. Vous êtes sociologue et anthropologue de l'adolescence et des conduites à risque. Bonjour. Bonjour. Cette nouvelle obsession du corps, alors vraiment portée sur la minceur des cuisses, que signifie-t-elle en fait ? Parce que on a l'impression que les jeunes filles aujourd'hui ont envie d'être très féminines par certains côtés, avec une poitrine, et puis il y a ce corps, on va dire sous la taille, qui se masculinise en fait, ou qui s'infantilise. Oui, je rejoins ce qu'a dit votre première invitée au sujet, effectivement, que ça reste quelque chose d'extrêmement nouveau et qui nous interpelle nous-mêmes aujourd'hui, qui est un phénomène aussi médiatique aussi autour de cette question. Pour nous autres, ce qu'on observe, c'est tout simplement un autre glissement au niveau de la partie du corps que les adolescents et les adolescentes notamment vont mettre en avant. Une espèce de surenchère. Nous avons ce phénomène aujourd'hui très nouveau et puis nous en aurons certainement un autre demain qui est largement favorisé, ça il faut le dire, par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'Internet. Et d'ailleurs, c'est passé à la connaissance de nous autres adultes et des adolescentes elles-mêmes par le biais de l'Internet. Parce que ce que l'on constate dans les discussions entre jeunes femmes, entre adolescentes, la question de cette partie du corps n'est pas forcément évoquée. On reste effectivement toujours sur la partie du ventre, sur la poitrine qu'on veut plus exubérante, et puis les cuisses fines et autres. Pour répondre aussi à ce qu'a dit un des invités, effectivement, on assiste à cette sexuation de plus en plus précoce aussi du corps qui nous interpelle. Nous avons conduit avec Annie Hubert il y a plusieurs années dans un numéro qui s'appelait Le corps mangeant. Nous avons interpellé sur ce façonnement du corps de plus en plus tôt et que nous observons aujourd'hui pour des fillettes de 8 à 12 ans. Nous avons pu voir le phénomène Lolita, mais bien plus que ça, c'est l'inquiétude. Et ce qui ressort dans nombre d'entretiens au niveau des jeunes filles, là aussi, dans une société où l'image est de plus en plus importante. Nos enfants, contrairement à nos études que nous avons conduites il y a une dizaine d'années, sont une e-generation, c'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus l'image face à eux et de moins en moins, j'ai envie de dire, il faut le souligner, peut-être la question des valeurs. C'est-à-dire que la société du paraître va devenir véritablement, j'ai envie de dire, pour le XXIe siècle, un enjeu considérable dans les politiques publiques de santé, mais aussi d'éducation, puisque la place, j'ai envie de dire, à l'être, en tant que socialisation à des valeurs, semble aussi prendre une place de moins en moins importante de ce qui ressort, en tout cas, dans les entretiens. Alors, effectivement, à vous entendre, les petites filles s'y mettent aussi. Il y a une conscience du corps de plus en plus jeune. Nous avons avec nous aussi Chantal Joanneau. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui sénatrice UDI et ancienne ministre, bien sûr, et vous étiez à l'origine d'un rapport parlementaire sur l'hypersexualité des petites filles. Est-ce que là aussi, avec cette mode des cuisses très minces, d'une poitrine un peu plus exubérante, on est vraiment dans le sujet? Est-ce qu'il faut agir pour empêcher cette mode, peut-être justement, de faire des émules, y compris sur Internet? Oui, alors moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit par votre précédente invitée. Le rapport portait normalement sur les Lolitas, donc les petites filles entre 6 et 12 ans qui ont des comportements de séduction anormaux, qui est un problème très encore mineur en France, mais par contre qui nous a frappé, c'est que les jeunes, les très jeunes, on parle de fillettes, vivent dans un bain culturel qui est complètement basé sur l'apparence et la définition de soi sur l'apparence et pas sur le savoir. Et ça se retrouve dans les dessins animés, les jeux, les journaux pour fillettes, mais aussi évidemment les sites internet, les poupées. Et on s'en rend pas nécessairement compte comme adulte, mais on est en train de créer une génération qui va focaliser son énergie sur son apparence et pas sur ses apprentissages. Mais comment agir à ce moment-là? Quels sont les leviers possibles?
Les actions sont multiples. Il y a effectivement dans une société de l'image, il faut la prendre en compte dès l'école primaire et changer probablement nos méthodes pédagogiques. Il y a l'empowerment, donner les clés aux parents, parce que les parents souvent sont pas des mauvais parents, mais ils n'ont pas les clés pour comprendre ce qui se passe et pour savoir que ça peut faire énormément de mal à leur enfant quand son enfant, au lieu de jouer à paraître, se définit justement dans son apparence. Mmh. Mais il y a beaucoup de solutions possibles. On n'a pas le droit de toute façon de rester les bras ballants. Oui, mais par exemple, jouer sur les magazines de mode ou les magazines qui s'adressent aux jeunes ou sur les sites internet, est-ce qu'on pourrait éventuellement, est-ce qu'il y a une action à mener là-dessus ou c'est pas possible? Il y a des actions dans les préconisations qu'on avait faites. On proposait de reprendre quelque chose qui se fait au Royaume-Uni, qui est en train de se mettre en place. C'est un site public sur lequel les parents, ou enfin, toutes les personnes concernées d'ailleurs, peuvent signaler soit des produits vendus, soit effectivement des sites internet, des journaux qui leur paraissent inappropriés. Et si ce produit ou ce site est trop souvent signalé, à ce moment-là, les pouvoirs publics peuvent faire un peu le name and shame, c'est-à-dire le dire publiquement et demander des comptes à l'entreprise ou au site. Donc c'est vraiment une méthode qui se base sur une prise de conscience de la société. Oui, il faut être en alerte. Mettre en alerte. Il y a évidemment le phénomène des minimis, des concours de minimis pour fillettes que je trouve complètement aberrant. Mais il y a donc on peut tout à fait effectivement interdire. C'est purement et simplement. Donc sans être dans la moralisation, parce que la ligne pour le pouvoir politique est très très fine. Faut pas tomber dans la moralisation. Il y a quand même moyen d'agir pour permettre une vraie prise de conscience et surtout donner les clés aux parents pour agir. Merci Chantal Joanneau. On va parler des parents avec Jean-Pierre Benoît, mais d'abord, docteur Christophe Bagot, vous occupez plutôt des adultes. Quand on est anorexique, qu'on devient adulte, est-ce que ça se guérit? Est-ce qu'on peut guérir? On peut guérir. Ça fait plus de 20 ans que je travaille, que j'ai une pratique privée. On peut guérir. J'ai vu des gens guérir, c'est clair. Avoir très peu de séquelles d'anorexie, pouvoir manger à peu près normalement ou normalement. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à une guérison? Alors, est-ce qu'il faut être suivi régulièrement? Qu'est-ce qui va permettre la guérison? Le suivi est une clé possible, mais j'ai vu des personnes qui m'avaient dit rétrospectivement s'être guéries spontanément, pratiquement, par eux-mêmes. Je pense que le suivi est hautement recommandé, bien sûr, mais il y a des cas qui se guérissent spontanément. Christelle Mansour, est-ce que vous qui êtes une ancienne, entre guillemets, anorexique, vous vous sentez guérie? Oui, je me sens guérie dans le sens où je ne cherche plus à maigrir, absolument. Et puis je voulais vraiment rebondir sur quelque chose. C'est voilà, on se dit mais pourquoi on continue? Mais en fait, il y a quand même on recherche on se sent bien quand on se sent vide, on se sent forte. C'est une espèce de drogue. C'est pour ça, je pense qu'une fois qu'on s'y installe, on y est bien, quoi. Moi, il y a quelqu'un qui disait que la nutritionniste qui disait que on peut donner des vitamines, enfin, etc. Moi, chaque fois qu'on m'a donné des vitamines, etc., je les ai refusées, même si je savais que je n'allais pas prendre de poids avec. Mais au contraire, je me disais, plus on me disait ça va te détruire, plus ça me donnait envie d'aller dedans, quoi. On se détruit, voilà, on disparaît pour exister. Et enfin, voilà, c'est voilà. Et puis ce que je voudrais beaucoup rajouter aussi, c'est qu'on parle d'alimentation, mais c'est vraiment ce qu'on voit à l'extérieur, mais après on change totalement. C'est-à-dire que moi j'étais geôlière de ma faim, donc je domptais complètement ma faim, mais encore maintenant. Mais après on ne rit plus, on n'a plus envie du tout de rire. Toutes les envies disparaissent. On est vraiment. Enfin moi j'étais devenue comme ça. Me faire du mal chaque fois que voilà, me brimer. Merci en tout cas. Merci Christelle pour ce témoignage. Un mot, docteur Jean-Pierre Benoît. Quel message donner peut-être aux familles, parce que c'est la famille qui doit jouer un rôle important dans ces cas-là, non? Oui, je dirais deux choses. Je reprendrai peut-être ce qu'a dit justement Chantal Joanneau. Je crois qu'effectivement les parents ont un rôle à jouer si eux-mêmes sont pris par la question des images. Effectivement, je pense qu'inconsciemment ils transmettent ça comme un point d'idéal et un point de désir à atteindre à leurs enfants. Et puis je pense que la question du corps des adolescents, c'est une question qu'il faut manier avec beaucoup de pudeur. Et je crois que les parents ne doivent pas trop parler à leurs enfants du corps qu'ils ont et qui change. Je crois que vraiment
Je trouve que des fois les parents peuvent faire des remarques qui précipitent des difficultés d'estime de soi après importantes. Donc on va essayer de fuir cette idée de mode des cuisses qui se touchent pas, et profitons de l'été, on sourit, et puis le petit régime, il faut faire hyper attention, quoi. Manger équilibré, et puis voilà, c'est tout. Merci en tout cas, merci infiniment d'avoir participé à ce débat sur Europe 1.